Venons-en maintenant à la lecture linéaire proprement dite. Alors, l'axe de lecture que nous avons retenu pour ce texte est le suivant. Comment Molière cherche-t-il à plaire dans cette scène d'exposition, mais aussi à instruire le spectateur? Alors, dans un premier temps, nous évoquerons le début in medias res de cette scène, vers 1 à 6. Donc, c'est un début qui conduit le spectateur au cœur d'une querelle. Nous présenterons ensuite l'objet de ce conflit, de cette querelle, ainsi que la personnalité du protagoniste principal, Alceste, vers 7 à vers 33. Enfin, la dernière partie de l'extrait choisi, vers 34 à 37, nous permettra d'exposer les convictions extrêmement tranchées d'Alceste, le misanthrope. La pièce s'ouvre sur deux phrases interrogatives vers 1. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Ces phrases interrogatives plongent directement le spectateur au cœur d'une action. Tout comme Philinte, nous sommes curieux de savoir ce qu'il se passe. Il s'agit ici de ce qu'on appelle un début in medias res. Quelque chose s'est passé avant le lever du rideau et nous n'avons pas tous les éléments pour comprendre. Ce début in medias res suscite la curiosité du spectateur. De plus, ces deux phrases interrogatives nous permettent déjà d'imaginer en quelque sorte le caractère de Philinte. Il s'agit d'un personnage qui va chercher à comprendre son ami, qui va chercher à lui poser des questions, qui va vouloir savoir ce qu'il se passe, et cela apparaît dès le premier vers de la scène par la forme de ces interrogations. Vers 2, Alceste, lui, répond en utilisant l'impératif. Il s'agit, laissez-moi, je vous prie. Nous repérons ici déjà une certaine forme de brutalité dans les propos d'Alceste. Ces impératifs se retrouvent également vers 4, laissez-moi là, puis courez. L'utilisation de la forme impérative montre une certaine impolitesse d'Alceste, une certaine rudesse, ainsi qu'un caractère autoritaire. Vers 5 et vers 6, le chiasme « mais on entend les gens au moins sans se fâcher, moi je veux me fâcher et ne veux point entendre » me semble ici résumer particulièrement bien les deux personnages qui se présentent à cette scène. L'un qui finalement se résume entièrement dans le verbe entendre, il s'agit de Philinte, il est à l'écoute, comme l'indique d'ailleurs son nom, qui est construit sur la racine grecque phil, qui veut dire aimer, donc Philinte est celui qui est porté vers les autres, tandis que Alceste, lui, va être résumé par le mot fâché. Il est celui qui est misanthrope, c'est-à-dire qui n'aime pas les autres, qui va fuir leur compagnie. Il me semble ici que ce chiasme permet de résumer très rapidement dans le début de la scène les deux personnages et de les caractériser de manière extrêmement précise. Ce premier mouvement in medias res, nous l'avons vu, donc suscite l'intérêt du spectateur. Ici, les échanges sont vifs entre les deux personnages, les répliques sont courtes, nous avons affaire à une stichométie. Cette stichométie contribue bien sûr à la vivacité de la scène et à son intérêt. Tout est fait ici pour plaire au spectateur, accrocher son regard et son écoute dès le début de cette scène d'exposition. Poursuivons maintenant avec le second mouvement du texte. Ici, le dialogue donc, se poursuit, l'échange se poursuit entre nos deux personnages et Philinte est très rapidement interrompu par Alceste. Vers 8, je suis tout des premiers. Nous ne connaîtrons pas la fin de la réplique puisque Alceste intervient brusquement en l'interrompant. La didascalie se levant brusquement, juste avant le vers 9,
nous présente Alceste ici comme un personnage qui se laisse porter par ses émotions, qui peut être soumis à la colère, et nous verrons que c'est un personnage excessif. C'est une première indication du caractère excessif de ce personnage. Revient ensuite l'utilisation du pronom personnel moi, votre ami, qui indique ici un personnage centré sur lui. Nous avons vu qu'il était impoli, il vient de couper la parole à son ami, il utilise encore une fois l'impératif, rayez cela de vos papiers. Ici, le personnage s'exprime de manière extrêmement nette, de façon discourtoise, de façon autoritaire, et il remet en cause une amitié de manière brutale. L'utilisation vers 12 et 13 de la négation à plusieurs reprises, je vous déclare net, on retrouve ici donc la façon abrupte de parler, je vous déclare net que je ne le suis plus, ne veut nulle place. La répétition de la forme négative montre bien combien Alceste ne veut plus avoir affaire avec ce monde, veut s'en retrancher et veut fuir la compagnie, y compris de son ami Philinte. Corrompu, nous pouvons également remarquer vers 13 l'utilisation du vocabulaire corrompu, c'est-à-dire un champ lexical ici lié à la morale. Ce champ lexical de la morale va se retrouver vers 15, pure honte, ainsi que vers 17, scandalisé, puis vers 18, ou vers 17 encore, tout homme d'honneur. Donc le recours ici un vocabulaire relevant du champ lexical de la morale montre bien combien Alceste a une haute idée des actions qui doivent être celles d'un homme. Il se fait une haute idée de ce qu'est un homme moral, et c'est donc un personnage qui va obéir à un très fort, à un très puissant idéal moral. Vers 15, vous devriez mourir de pure honte. Nous pouvons relever ici plusieurs hyperboles. Mourir, nous avons déjà parlé du vocabulaire lié à la morale pour la honte, mais ici il me semble qu'il s'agit vraiment d'une hyperbole qui témoigne encore une fois du caractère excessif de ce personnage. Vers 16, une telle action ne saurait s'excuser. La diérèse présente sur le mot action met en valeur ce mot. Il s'agit ici, action, nous ne savons toujours pas à cette étape de la lecture, nous ne savons toujours pas de quelle action Philinte s'est rendu coupable. Nous n'avons toujours aucune explication, arrivé à la moitié de la scène que nous étudions, nous n'avons toujours aucune explication quant au sujet véritable de la dispute. Et on peut tout à fait affirmer qu'en retardant la révélation de l'objet de la dispute, en retardant le moment où nous allons comprendre quel est l'objet de la querelle entre les deux amis, eh bien Molière cherche à maintenir éveillée notre curiosité, à susciter notre intérêt, à créer une forme de suspense. Tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Ici, scandaliser relève effectivement encore du champ lexical de la morale, et on peut déjà se demander si le scandale n'est pas exagéré au regard de l'offense qui a été commise. Vers 18, nous allons enfin obtenir l'objet et connaître l'objet de la dispute entre les deux hommes. Philinte, et donc vous voyez qu'on attend finalement assez longtemps avant d'être au courant de ce qu'il s'est passé. Eh bien, Philinte s'est tout simplement rendu coupable d'avoir salué de manière un petit peu trop polie et peut-être trop empressée une personne qu'il connaît à peine. Vers 16, l'interjection morbleu, qui est une insulte, montre encore une fois combien Alceste se laisse déborder par ses émotions, combien il se laisse déborder par ses sentiments. Nous sommes ici proches d'une notion grecque qui est celle de l'hubris, qui est celle de l'excès. Alceste est un personnage excessif qui ne va pas chercher à maîtriser sa colère, à maîtriser ses émotions, mais qui au contraire va laisser libre cours à cette émotion.
Remarquons également vers 26, c'est une chose indigne, lâche, infâme, cette énumération, on peut même ici peut-être parler de gradation, puisque infâme prend un sens moral extrêmement fort, souligne combien Alceste est guidé par un haut sens moral. Et si par malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre à tout instant. Il est ici intéressant de remarquer au vers 29 l'utilisation du mot pendre qui va être repris en écho au vers 30 par Philinte. Vers 30, pendable, est une sorte de réponse en écho au pendre d'Alceste que nous avons trouvé au vers 29. Cette réponse en écho crée pour le spectateur un effet plaisant, un effet agréable. Cet écho est repris encore au vers 33, puisque Philinte souhaite qu'on ne le pende pas pour cela. Ici, Philinte essaye de dédramatiser la situation, de faire une sorte de geste comique, de montrer à Alceste combien sa colère est disproportionnée par rapport à l'objet de son mécontentement. Ce trait d'humour passe par la reprise en écho du mot pendre, qui devient pendable, puis qui devient à nouveau pendre dans les propos de Philinte. De la même façon, la reprise du mot grâce au vers 32, que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt, autrement dit, ne soyez peut-être pas aussi intransigeant sur le jugement que vous portez sur moi, eh bien Alceste va réutiliser ce mot grâce dans un autre sens, que la plaisanterie est de mauvaise grâce, c'est-à-dire qu'elle est malvenue ici. Donc ce deuxième mouvement nous permet de dégager un portrait très précis déjà du caractère d'Alceste, donc un personnage guidé par des émotions fortes et sujet à de nombreux excès, cependant un personnage porté par un idéal moral très fort et très présent. Passons maintenant au dernier mouvement de ce texte. Dans ce dernier mouvement, Alceste va refuser la plaisanterie de son ami et montrera par là qu'il n'a peu de distance et qu'il n'a pas tellement d'humour dans la situation. Au contraire, Philinte, vers 15, montrera qu'il continue à chercher à comprendre son ami par l'utilisation de la phrase interrogative. L'antithèse entre plaisanterie et sérieusement, vers 34 et 35, résume encore une fois la position de chacun des deux hommes. Enfin, la scène se termine sur l'affirmation d'Alceste, qui est une sorte de déclaration qui semble résumer sa façon de penser. Ici, a une portée argumentative importante. Je veux que l'on soit sincère. Donc, on remarque ici encore une fois l'utilisation de je veux, quelque chose de très fort en termes d'intention. Et le dernier mot de l'extrait que nous avons retenu est cœur. Il s'agit bien ici de quelqu'un qui va mettre tout, qui va prendre à cœur les sentiments, qui va prendre à cœur les relations et qui ne tolérera aucune forme d'hypocrisie, aucune forme de concession aux règles de bienséance et de bonne conduite que la société peut exiger de nous. La portée critique de ce texte se trouve dans le personnage d'Alceste, puisque nous avons vu que ses excès le conduisent à porter à rire. C'est un personnage qui en devient ridicule par son intransigeance et par sa raideur. Alors de quoi Molière veut-il finalement nous instruire? Veut-il simplement dénoncer l'hypocrisie de son temps, l'hypocrisie d'un siècle
où la flatterie est de mise et où le roi entouré d'une cour importante comment dire, favorise cette sorte d'hypocrisie, ou il est également possible que Molière, parce qu'il introduit un personnage intransigeant et parfois ridicule, veuille également nous, nous alerter sur les dangers de la colère, sur les dangers d'un tempérament excessif.